Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau point lecture avec comme d'habitude 3 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc c'est la suite d'Anna et le French Kiss et j'ai laissé traîner ce tome 2 dans ma pile à lire puisque je l'ai acheté à sa sortie, c'est-à-dire en janvier 2015. Tout simplement parce que j'attendais la suite, donc le dernier tome qui devait sortir. Et malheureusement il n'a jamais été édité apparemment en France, donc malheureusement je n'aurai jamais la finalité de toute cette histoire, même si on suit des personnages différents dans chaque tome, on les retrouve et on voit leur évolution aussi au fil des tomes. Donc dans ce tome-ci on va suivre Lola. Lola, sa mère est tombée enceinte d'elle alors qu'elle était jeune, elle a des problèmes d'alcool, donc elle l'a confiée à son frère Nathan et à son conjoint. Donc l'un de ses pères d'adoption est également son oncle. Elle vit très bien avec eux, il n'y a aucun problème là-dessus, elle s'entend très bien. Quand elle était plus jeune, elle vivait dans la maison où elle est toujours, mais à côté de chez eux vivait un couple avec plusieurs enfants, dont notamment 2 jumeaux, Calliope et Cricket. Elles étaient très amies, les jeunes filles, pendant un certain temps. Lola s'était beaucoup rapprochée de Cricket, je ne sais pas comment on dit. Et alors qu'une histoire d'amour était sur le point de commencer, malheureusement ils ont tous déménagé pour la carrière artistique, de patinage artistique de Calliope, et elle ne les a plus jamais revus. On la retrouve donc 2 ans après ces événements. Elle sort avec Max qui, alors qu'elle a 17 ans, il en a 22. Ses pères n'apprécient pas trop, surtout Nathan on va dire. Et tout est assez compliqué pour eux. Elle a sa meilleure amie qui se nomme Lindsay. J'étais en train de chercher son nom. Et on va la suivre donc dans son histoire avec Max, dans la relation que ses pères et elle ont vis-à-vis de Max, qui ne simplifie clairement pas les choses, dans son histoire d'amitié avec Lindsay et jusqu'au beau jour où la famille Belle, donc la famille de Calliope et Cricket, revient habiter dans la maison juste à côté de chez eux et va un peu tout bouleverser dans l'histoire de Lola. Donc je dois dire que j'ai traîné des cas de fer pour lire ce livre et je le regrette fortement parce qu'en fait j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors je devais le lire en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes. Et en fait Marion a pris le premier tome alors que c'était censé être le deuxième. Donc du coup elle avait envie de le finir, donc elle l'a terminé. Moi de mon côté j'ai lu le tome 2 que j'avais très envie de lire. Une fois plongée dedans, parce que moi j'avais déjà commencé à le lire quand elle me l'a dit, donc moi j'étais plongée dedans, j'avais envie de connaître la suite, donc j'ai continué. Et je dois dire que c'était vraiment génial. Pendant les premiers chapitres, j'ai eu très peur du triangle amoureux qui se pointait et de la façon dont ça allait être traité, parce que c'est quelque chose, c'est un peu comme l'effet envers, les triangles amoureux, je déteste ça en fait, clairement. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai été complètement accro, je voulais plus lâcher mon livre. D'ailleurs je l'ai fini en très peu de temps, malgré ses presque 350 pages. Et ouais, c'est une histoire magnifique. J'ai aimé le fait qu'on aborde la différence sous plein d'aspects, avec une mère alcoolique, avec des parents gays, avec et donc les familles homoparentales. On a aussi la différence parce qu'elle a un look vestimentaire bien à elle, Lola. Alors je ne sais pas pourquoi il la représente comme ça sur la couverture, parce que son look vestimentaire ne ressemble pas du tout à ça. Aussi bien Max que Cricket, je les imagine absolument pas comme ça non plus. On va suivre Cricket qui est plutôt effacé par rapport à sa jumelle, où la famille se concentre vraiment sur sa carrière artistique, sachant que ce sont des carrières qui s'arrêtent assez vite, puisqu'à passer un certain âge, vous ne pouvez plus vraiment pratiquer. Et en compétition, ça se voit. Si vous regardez les compétitions de patinage artistique à la télé, vous voyez bien que ça ne dépasse pas un certain âge, on va dire. Mais j'ai aussi aimé son histoire d'amitié avec Lindsay, les difficultés qui se posent entre elle et Max, que ce soit par rapport à ses parents, par rapport au fait qu'il soit plus âgé, par rapport au fait qu'il soit musicien, qui joue dans des clubs où les mineurs ne sont pas toujours autorisés, dans le fait que Cricket revient du jour au lendemain et risque de tout bouleverser dans la vie de Lola. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui ont su me plaire. J'ai passé vraiment un très bon moment. Et du coup, je regrette encore plus amèrement que la suite ne soit pas traduite. Parce que clairement, je me sens pas capable. Oui, j'ai des titres en VO et ils sont toujours là. Je me suis jamais plongée dedans parce que je sais pas si je serais capable de les lire. Et par conséquent, j'ose pas me plonger dedans de peur de me rendre compte que je n'y arrive pas et d'être ouvertement déçue. Donc on retrouve également Anna dans du premier tome. On la suit
elle travaille au même endroit en fait que Lola, donc on va la suivre quand même et on va voir l'évolution de sa vie, de ses relations amoureuses, etc. Donc j'ai aimé les retrouver et je suis triste de ne pas pouvoir retrouver Anna et son chéri, Lola et son chéri, ainsi que les personnages du tome 3. Mais bon, c'est comme ça, hein. Au pire je demanderai aux copines qui le lisent de me dire un peu ce qui se passe dans le tome 3, mais ouais, c'est une chouette série et je comprends pas qu'on la voit pas plus. Alors je pense que c'est tout simplement qu'on n'a pas eu la suite parce que la série a peut-être pas bien marché en France. Mais c'est vraiment dommage parce que Anna le French Kiss j'avais déjà bien aimé. Mais alors celui-ci est clairement au-dessus pour moi. Et j'ai pris un plaisir fou à le découvrir, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Poppy Pim et la malédiction du pharaon, qui est le premier tome de la série de Laura Wood, publié normalement chez Seuil Éditions, mais que moi j'ai aux éditions France Loisirs. Donc on l'a lu en lecture commune avec Sylvie, et on a passé un agréable moment. Donc ici on va suivre Poppy, donc Poppy Pim, qui est une jeune fille qui a été trouvée par les personnes d'un cirque, alors qu'elle était un nourrisson, avec une petite pancarte qui disait prenez soin d'elle ou offrez-lui une belle vie, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et donc, en fait, elle n'a pas de parents à proprement parler. Elle ne connaît pas ses parents biologiques. Et pour elle, ses parents, c'est la famille du cirque, en fait. Donc, elle a une famille avec chacun ses spécificités. Ils sont tous un peu quand même, un peu loufoques, un peu atypiques. Et j'ai beaucoup aimé sa famille. Et un beau jour, une école va venir, enfin une classe va venir avec la maîtresse au cirque. Et la maîtresse va clairement faire comprendre qu'il faudrait peut-être que Poppy aille à l'école. Et elle va se retrouver au pensionnat de Saint-Smithson, je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. Et on va suivre la vie de cette jeune fille qui déjà n'a pas forcément envie d'aller à l'école, qui ne connaît pas les règles les règles de l'école, les règles de comment se faire des amis, comment se comporter en cours. Tout ça c'est quelque chose de clairement très inconnu pour elle. Mais voilà, elle va y aller et elle va essayer de faire du mieux qu'elle puisse pour rendre sa famille fière d'elle. Et elle apprend qu'une collection d'objets de l'Égypte va arriver et qu'il y a une certaine malédiction qui tourne autour de cette exposition. Avant que l'exposition finisse dans un musée de façon permanente, elle reste quelque temps à l'école. Et donc on va suivre vraiment ici un mélange entre déjà le monde du cirque, le monde scolaire dans le pensionnat qui n'est pas celui que nous on connaît en France. Il y a aussi le côté très mystérieux, mystique de l'Égypte, de cette exposition, de cette malédiction. Et aussi un petit côté enquête que j'ai beaucoup aimé. Avec Sylvie, on a vraiment passé un excellent moment de lecture. C'est drôle, c'est frais, c'est divertissant. C'est plutôt bien écrit. La plume de l'auteur, traductrice... traducteur, je ne sais même pas, je vais vous dire ça. Traduit par une femme, Cécile Nelson. Et c'était vraiment fluide à lire, c'était vraiment super sympa. J'ai aimé tout ce mélange de différents aspects qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans un même roman. Et je trouve que c'est super bien fait pour la jeunesse, on prend un plaisir dingue. Donc c'est Poppy qui nous raconte son histoire tout simplement. Hein. Il y a des dialogues, on a des affiches et des images. On a aussi des retranscriptions, des conversations téléphoniques. Alors j'essaie de la trouver mais je sais, non ça commence plus tard que ça en fait. On a des lettres que sa famille lui écrit. De temps en temps, elle les a au téléphone, donc c'est traduit comme ceci. Donc ça donne aussi un côté un peu plus dynamique au récit, même si on n'avait pas spécialement besoin de ça, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours des révélations, quelque chose comme ça. Mais franchement, j'adore. Je sais pas à partir de quel âge c'est recommandé. Moi, je dirais à partir de 10 ans, parce que voilà, c'est quand même écrit assez gros. Les entêtes de chapitres sont décorées, les chapitres sont courts, donc ça permet d'enchaîner les pages, d'enchaîner les chapitres sans que ce soit indigeste. Je pense que c'est juste parfait pour les jeunes lecteurs. Donc oui, à partir de 10 ans, je pense qu'il peut être lu tout seul, et peut-être à partir de 8 ans si vous le lisez peut-être avec eux. Mais en tout cas, c'est un chouette moment et je pense que ça ravira autant les enfants que les adultes qui aiment les livres jeunesse. Et en tout cas, je pense que Sylvie est comme moi et qu'on a hâte de lire la suite.
Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ce point lecture est une vieille sortie, hein, clairement. Je sais même pas s'ils sont sortis en poche ou pas, puisque il est sorti en... Je vais vous dire ça. Et je l'ai depuis sa sortie. Décembre 2009. Donc ce livre a 10 ans. Presque. Ouais, 9 ans. Et le dernier livre que je vais vous présenter est une très vieille sortie, puisque il a plus de 9 ans que je l'avais acheté à sa sortie. Et je sais pas pourquoi, j'ai lu tous les tomes, mais pourtant je ne l'ai toujours pas lu. Donc j'ai commencé, et je vais enchaîner avec le 2, et si ça me plaît, bah, je continuerai un tome par mois. Et donc il s'agit de La Maison de la Nuit, le tome 1 marqué de PC et Christine Cast, je vais y arriver, chez PKJ. Donc ici on va suivre Zoé Redbird, qui est une adolescente qui vit avec sa mère et son beau-père. Son beau-père clairement est insupportable, moi je peux pas le voir. Depuis que sa mère s'est remariée avec cet homme, elle a tendance à délaisser Zoé. Et on vit dans un monde où les vampires sont connus de tous. En fait, vous recevez, il y a des trackers, chasseurs, je crois que c'est trackers qu'on dit, qui viennent un beau jour, qui vous marquent sur le front et vous devenez un vampire. Et vous devez quitter vos proches pour aller donc à la maison de la nuit. On n'a pas beaucoup dans ce premier tome d'explications sur le fonctionnement de l'univers, sur comment on en est arrivé là, sur comment la société fonctionne en elle-même. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant et j'espère que ce sera plus détaillé dans les prochains tomes. Parce qu'autant il y a certains livres, je leur ai reproché que l'intrigue passait à la trappe au détriment de l'univers et de l'explication de cet univers, alors que le dosage pour moi est pas bien réparti. Autant là, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes dans l'intrigue, mais alors les explications sur l'univers sont très peu nombreuses. On sait juste que les plus grands artistes, et la majorité des artistes, sont tous des vampires, y compris Shakespeare, donc ça m'a fait plutôt rire. Et donc on va suivre Zoé qui a un ex-petit ami, qui a sa meilleure amie, et qui du jour au lendemain va être marquée au lycée, devant son casier. Et toute sa vie va être bouleversée. Surtout que la marque qu'elle reçoit n'est pas une marque habituelle de novice, qu'elle recèle bien des mystères, bien des dangers et qu'elle est loin d'imaginer à quel point non seulement sa vie va être bouleversée, non seulement elle va devoir s'habituer à la maison de la nuit, surtout que les vampires quand ils sont novices ont une formation de 4 ans si je ne dis pas de bêtises. Et pendant ces 4 ans, ils peuvent très bien rejeter la transformation et malheureusement mourir. Et donc on va la suivre dans cette nouvelle vie de vampire avec tout un monde d'inconnus, plein de mystères, plein de dangers, plein de gens, certains très agréables et sympathiques, d'autres complètement antipathiques et à éviter au maximum. Face à la mort de certains élèves qui ne vont pas supporter la transformation, et en fait elle plonge dans un nouveau monde. Elle était très proche de sa grand-mère également qui a des ancêtres Cherokee dans sa famille. Sa grand-mère, qu'elle soit marquée ou non, ne va pas se comporter avec elle différemment. C'est toujours sa petite fille, elle l'aime toujours et rien ne changera ça, contrairement à la vision de sa mère et de son beau-père suite à cet événement. Elle va l'aider à rejoindre la maison de la nuit et on va découvrir tout un tas de choses, un tas de personnages, comment l'école fonctionne. Il y a des animaux aussi de compagnie. Enfin, on plonge dans un univers, voilà. Mais oui, il se passe pas mal de choses, mais malheureusement, l'univers en lui-même n'est pas détaillé et moi, ça me pose un peu problème. Donc le livre fait 330 pages en moyenne. C'est écrit assez gros. Les chapitres sont plutôt courts, c'est de mémoire. Je ne sais même plus. Les chapitres font à peu près une dizaine de pages, donc ça se lit vite. Ça se lit bien. Maintenant je vais poursuivre, mais les avis que j'ai vus sont pas forcément bons. Beaucoup de personnes abandonnent au fur et à mesure. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me replonger dedans une fois passé les 7 premiers chapitres. Je vous avoue qu'il était de côté, que j'avais eu du mal à me replonger dedans. Puis en fait quand je me suis replongée dedans, je l'ai fini en fait. Donc c'est que ça se lit plutôt pas bien. Plutôt bien, pardon. Après c'est pas... c'est quand même un peu original de par le côté de la mythologie mise en place par l'auteur. Maintenant c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai passé un bon moment avec et pour le moment j'ai envie de lire la suite. Donc tant que cette envie est là, je continuerai. Puis si jamais mon avis rejoint celui des autres et qu'en cours de série je me rends compte que l'intérêt de la série ça me nuise au fur et à mesure, je laisserai tomber. Mais pour le moment j'ai pas d'a priori particulier.
Je vais lire la suite et on verra ce que ça donne en temps et en heure. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, enfin si vous les connaissez, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou non. Surtout pour la Maison de la Nuit, je serais curieuse de voir vos ressentis. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je me ferai comme d'habitude un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.